pour la première table ronde, le but est de parler un peu de comment cibler les fonds d'investissement en tant que start-up. Et avec moi, je vais avoir Éric Delafortelle. On peut l'applaudir. Managing Partner chez Cathay. Ensuite, on a Florian. Delaya. On a également Gauthier Lalande pour la partie Malakos Humanis Innov. Marion Aymar pour la Caisse des dépôts. Et on va avoir Chara qui va nous rejoindre normalement sous peu. Elle a un peu de retard, elle s'en excuse. Parfait. Donc Emmanuel, comme tu nous l'as dit, on va essayer de faire un maximum d'échanges. On a à peu près 50 minutes. On va commencer avec des petits échanges entre nous et ensuite vous serez libre pour les questions-réponses. Pour les personnes qui sont à distance, j'ai devant moi l'ensemble des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y reviendra juste après. Normalement, vous avez tous votre micro allumé et ensuite on pourra commencer. C'est bon pour vous? Alors, pour commencer cette première table ronde, moi j'ai une question, c'est pourquoi, en tant que start-up dans la santé, lever des fonds? Il y a potentiellement d'autres options, il y a une conjoncture à prendre en compte. Pourquoi il faudrait lever des fonds? Si Marion, tu veux commencer. Bonjour à tous. Effectivement, une start-up pour se financer, elle a beaucoup d'options, enfin beaucoup d'options, en tout cas des choix différents, du financement qui peut être par ce qu'on appelle du non dilutif, du financement dilutif, et c'est peut-être là ce qui va nous occuper, en tout cas dans cette table ronde. Pourquoi vouloir se financer, passer à une autre étape, aller essayer de commercialiser son produit, vouloir grandir, vouloir peut-être sortir de ses frontières, alors ses frontières territoriales, ses frontières nationales ou peut-être européennes ou internationales. Donc, tout ça peuvent être des raisons pour aller chercher du financement. Après, la question qui se pose, c'est comment aller chercher ce financement, sous quelle forme, parce que même si on parle de lever des fonds ou ne pas lever des fonds, il y a des arbitrages à faire et donc il faut à chaque fois pouvoir étudier les avantages, les inconvénients, mais faire également preuve de pragmatisme parce qu'il y a un marché, il y a des tendances, il y a des momentum, il y a des conjonctures et donc il faut être en mesure de s'adapter à ces conjonctures. Je pense que c'est déjà des réflexions ou des questions qui doivent être posées ou en tout cas auxquelles il faut avoir des éléments de réponse avant d'aller aborder le marché du financement de manière globale. Et vu que tu abordes le sujet de la conjoncture, je ne sais pas si vous voulez, Éric, interagir sur la conjoncture actuelle. Est-ce qu'elle est favorable, défavorable? Quelle est votre analyse de la conjoncture actuelle? Je répondrai bien à la première question avant de répondre à la deuxième. Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que quand on regarde la plupart des business, les gens qui ont des business normaux, un business d'artisan, enfin les trucs de la vie réelle, quoi, ils n'ont pas forcément besoin de capital risque. Ils commencent avec un prêt bancaire, ils commencent avec un peu d'argent de la famille, etc. Et puis ils se lancent et puis ils gagnent tout de suite de l'argent. On est quand même dans un monde particulier de la start-up technologique en général et en santé encore plus, où il y a une intensité capitalistique, une pression de grandir très très vite, et puis des gens qui coûtent cher, qui ont un peu des diplômes, etc. Donc c'est pas facile de les payer. Et donc toutes ces choses ensemble demandent pour réussir qu'on ait une ambition colossale. En gros, dans notre business, si on ne veut pas être le meilleur du monde, c'est même pas la peine de commencer. Hein, et donc une intensité capitalistique énorme. Et il n'y a que pour ça que vous allez vous soumettre aux diverses misères d'avoir des capital risqueurs comme moi dans votre conseil d'administration. Parce que vous avez besoin de cet argent et nous, on va reconnaître que cet argent va être bien employé pour ceux dont vous en avez besoin. Donc ça, c'est ma réponse à la première question. Je monopolise le micro si je réponds à la deuxième dans la foulée ou pas? On va passer la main alors. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Bonjour à tous. Moi, je suis Florian Denis, je travaille chez Elaya pour information. Je corrobore tout à fait ce qui a été dit. Généralement, une société, elle lève des fonds quand elle a le sentiment que ses fondamentaux sont bons
et qu'elle a tout simplement envie d'accélérer. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle juge légitime d'aller voir des fonds pour accélérer, pour non pas seulement avoir de l'argent pour pouvoir se permettre d'accélérer, mais pouvoir très modestement pouvoir avoir de l'intelligence autour de la table pour pouvoir réfléchir à plusieurs. On est toujours plus intelligent à plusieurs lorsqu'on a une idée. Et généralement, ils viennent nous voir pour ça. Ils viennent pas seulement pour de l'argent, ils viennent nous voir pour construire une equity story. Ils viennent pour avoir un contrepoids. Généralement, ils aiment bien être challengés. On adore ne pas être d'accord autour d'un board. C'est souvent très, très nourrissant. Donc voilà, c'est une multitude de choses qui font qu'une société vient nous voir. Top, merci. Alors, la question qu'on avait, c'était pourquoi lever alors qu'il y a d'autres options. Je ne sais pas si tu as un avis sur la question. Bonjour, excusez-moi pour le retard. C'est bon? Oui, alors, quand on lève des fonds, on peut lever des fonds, c'est vrai, auprès de business angels ou bien d'institutionnels. Et en fait, nous, on est plutôt dans cette catégorie-là. Et on vient chercher, en fait, les entrepreneurs viennent chercher le long terme. Ils viennent chercher aussi, on va dire, des stratégies différentes par rapport à ce qu'eux proposent. Mais quand on dit différente, c'est une complémentarité pour aller jusqu'au bout. Voilà, donc c'est de la solidité sur le long terme du socle. Top. Est-ce que Gauthier, tu veux ajouter quelque chose? Moi, je vais plutôt répondre à la question avec quelques éléments de contexte sur comment est-ce qu'on peut lever des fonds quand on est une start-up. Je représente a priori plutôt la partie CVC ici. Je ne sais pas si vous connaissez bien ce que font les CVC. Donc, ce sont les fonds d'investissement qui ont été créés il y a quelques bonnes dizaines d'années pour les premiers et qui dépendent de grands groupes. Donc, moi, je représente le groupe Malakoff Humanis. On est un groupe où on vend de l'assurance santé. On a créé le CVC en 2018, mais surtout, il dépend d'une direction de l'innovation. Donc nous, quand on va à la rencontre d'une start-up et qu'on échange sur une levée de fonds notamment, c'est pour développer des collaborations derrière. Donc ce qui a été dit et reste important, c'est que quand vous levez des fonds en tant que start-up, ce n'est pas uniquement de l'argent que vous venez chercher, mais vous allez agrandir l'équipe. Donc il faut savoir que mon temps de parole est écoulé. Non, pardon. Non. Et donc nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est les caractéristiques d'un CVC. Donc c'est un business peut-être plus rapide, donc un market access un peu plus rapide, un peu segmenté éventuellement. On a, alors chez nous, je ne vais pas faire la promotion de notre fonds, mais on a énormément d'entreprises qui sont clientes. On est beaucoup en B2B. On est un groupe de 10 000 personnes, donc on a énormément de compétences aussi. Donc on peut proposer des compétences en intelligence artificielle, en data science. On a beaucoup travaillé avec Emmanuel aussi sur S-Data, donc on a aussi quelques connaissances de ce point de vue-là. Donc c'est tout un ensemble de compétences potentielles auxquelles vous pouvez accéder en tant que start-up. Puis je reviendrai peut-être après sur d'autres aspects. On va pouvoir creuser ce sujet-là juste après. Maintenant qu'on sait pourquoi lever des fonds, la question, ce serait comment on cible les fonds d'investissement et si on prend, vous plus particulièrement, vos différents fonds, quels sont vos périmètres, quelles sont vos conditions, à partir de quel moment une start-up dans la santé vient vous voir? Il y a un enjeu en fait d'innovation de rupture et donc un peu on va dire de chemin critique à construire et donc de voir un peu où sont les freins pour les dépasser. En fait, un fonds va aider à ça parce que au travers de ses expériences différentes, il arrive, enfin, il s'est confronté c'est pour ça qu'en fait on reste spécialisé pour pouvoir en fait du coup par le cumul d'expérience savoir en fait comment passer le mur. Mais en fait, comme on investit sur de la rupture, en principe en fait les choses sont un peu différentes d'un sujet à un autre, mais il y a des similitudes. Et donc en fait un fonds va aider à ça. Il va aider en fait à créer l'écosystème autour de l'entreprise pour pouvoir passer en fait ces fameux murs. Voilà, c'est dans ça en fait que le fonds peut aider. Et concrètement, si on prend un cas
d'un dispositif médical? Est-ce qu'on vient voir le fonds avant le DM, avant toute la partie réglementaire, pour pouvoir la financer? On vient le voir après, une fois qu'on a la preuve sur une traction, un premier go-to-market? À quel moment on peut venir solliciter, notamment la partie PPI, compassion autonome? Alors, on fait du numérique, du digital health, mais en fait, de plus en plus, en fait, le DM est associé au numérique et à de la data. En fait, on vient voir patient autonome dès qu'on a passé un cap de preuve, pas forcément en fait au niveau de revenus, hein, vraiment de preuves solides dont on sait en fait qu'on peut aller de l'avant. Donc une grosse preuve de concept, il faut un minimum de preuves. Un proto, un démarrage de client, il faut une preuve de marché en fait. Il faut une preuve de marché. Donc, alors, les chemins sont différents en fait. Hein. Si on est sur du DM, c'est plutôt du réglementaire. Du coup, l'idée en fait, c'est d'avoir au minimum en fait un marquage. Donc après, en fait, l'idée c'est de nouer la relation pour être accompagné sur l'étape d'après, d'avoir une visibilité, alors qu'on n'a pas encore investi, mais il y a une espèce d'accompagnement pour se dire en fait, bon, c'est le bon moment pour rentrer. Donc une preuve de valeur et des démarches réglementaires déjà bien entamées. C'est pour le cas pour Elaya également? Si je peux compléter, déjà il y a un constat qui est flagrant, c'est que depuis quelques années maintenant il y a une biorévolution. Et que cette biorévolution, elle va avoir la magnitude de la révolution industrielle, mais à la célérité de la révolution digitale. J'ai bien appris ma leçon. Moi, j'incite toujours les entrepreneurs à venir nous voir, presque surtout quand ils n'ont pas besoin d'argent. Pourquoi? Parce que déjà, on ne parle pas valo, donc déjà, c'est très reposant pour tout le monde. Et surtout parce qu'on apprend à construire une relation. On peut voir un projet relativement tôt. On peut donner des conseils, c'est aussi notre métier. On est des sparring partners avant d'être des financiers. Et ça permet de créer déjà un lien, parce que notre métier, c'est avant tout de l'humain. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est très vrai. Ça permet de créer un lien et puis de voir comment le projet évolue dans le temps. Et puis généralement, les gens se souviennent de vous. Et 6 mois, 1 an, 2 ans après, ils viennent vous revoir en disant là, officiellement, j'ai besoin d'argent. Et on a un recul beaucoup plus important sur la société. Maintenant, chez Elaya, on est organisé en 2 BU. On a une BU qui s'appelle DTS, l'acronyme signifie Deep Tech Seed. Donc on finance des projets au plus proche de la recherche fondamentale en amorçage. Et là, généralement, ce qu'on regarde, c'est généralement des preuves de concept. L'exemple type, c'est Akemia, une société qu'on a financée. Ils sont venus nous voir, ils font de la drug discovery, de la in silico drug discovery. Ils sont venus voir avec une preuve de concept. Ils faisaient la même chose que les concurrents, mais 10 000 fois plus rapide. Ça, généralement, ça suffit pour développer une thèse d'investissement dans Deep Tech Seed. On a une deuxième BU qui s'appelle DV, Digital Venture, qui là investit plutôt en série A, série B. Et là, généralement, il faut des marqueurs un petit peu plus importants. Il faut soit une traction commerciale, il faut soit un pathway réglementaire qui soit un petit peu plus marqué. Et ça, c'est l'exemple de boîtes comme Simencure ou Tilac qu'on a financé relativement récemment. Donc c'est très différent et chaque projet est dépendant. Il ne faut surtout pas les mettre dans des cases. Mais voilà, on sait après différencier et catégoriser les projets pour les mettre dans une BU ou dans l'autre en fonction du stade de maturité. Moi, juste peut-être dans le même sens et dans la continuité, l'entreprise qui va chercher des fonds, elle doit déjà se juger un peu elle-même dans quelle catégorie elle se place. Parce que sur les fonds, les différents fonds investisseurs peuvent investir sur des thématiques différentes, sur des stades de maturité différents. Donc je pense que c'est important aussi du côté du porteur de projet, des porteurs de projet, de se dire, moi je me mets a priori dans quelle catégorie et je vise quel marché ou quelle niche ou quelle spécificité pour aller taper à la porte de l'investisseur a priori qui semblerait le plus adapté. Après, évidemment, le dialogue s'établit et il peut y avoir soit des incompréhensions ou au contraire, ça match parce que pour le porteur de projet, le fonds semble être le plus pertinent. Pour le fonds, pour les investisseurs, le projet match avec sa thèse, avec son stade de maturité dans lequel il a tendance à investir ou il investit. À titre d'exemple, nous, à la Banque des Territoires, il faut être une société française. Donc, si on vient nous voir et on a un siège social qui est situé en dehors de la France, structurellement, on ne pourra pas regarder ce projet.
Si le projet vient nous voir en disant une fois que j'ai les fonds, je ne veux pas me développer en France, je ne veux pas me développer sur les territoires, mais je veux aller à l'étranger pour plein de bonnes raisons, nous, ça ne sera pas obligatoirement le projet qu'on regardera en priorité parce qu'on est Banque des Territoires et on veut du développement national, européen, mais en tout cas, il faut une assise un peu nationale. Donc je pense que c'est aussi des questions de... Ça, c'est sur un peu le stade de maturité et les grandes lignes. Après, il y a les thèses, enfin nous, ce qu'on appelle notre thèse d'investissement. Il y a des axes dans lesquels on ne va pas, on n'ira pas, les projets de recherche, par exemple. Donc, si un porteur de projet vient nous voir ou un dispositif médical implantable, ce genre, on n'ira pas, on n'ira pas. Donc, il y a aussi ce petit travail d'aller regarder ce que fait l'investisseur pour à la fois pas perdre aussi du temps côté porteur de projet, parce qu'aller taper à la porte de tous les investisseurs et ne pas cibler obligatoirement celui qui correspond à son stade de maturité ou à son motif de développement, c'est une perte de temps pour tout le monde. Je vais rebondir là-dessus, pardon, parce qu'on est très, très complémentaires de ce que tu viens de dire. Nous, on est une équipe qui est complètement globale. Et complètement globale, ça veut dire que je suis le seul partenaire en France et on est à peu près à équidistance tous les 2000 ou 3000 km entre ici et San Francisco. Donc, il y en a un dans tous les pays sur le chemin, plus ou moins, et un sur la côte Est, un au milieu, un sur la côte Ouest des États-Unis. Donc, on est vraiment un peu partout, mais surtout sur l'équipe, il y en a 3 qui sont ethniquement chinois et 2 qui parlent le mandarin, un peu le cantonais. Il y en a 2 qui ont grandi à Singapour. Donc, on est vraiment globaux. Ils sont capables d'ouvrir des portes en Chine, en Asie du Sud-Est, aux États-Unis. Enfin, on fait les 3 continents de façon bien répartie. Bon, c'est un peu compliqué de gérer une équipe comme ça. On a besoin d'être très soudés, etc. Je vous passe les détails internes. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on se donne le mal de faire ça? C'est évidemment pour aider nos sociétés de portefeuille. On les aide le plus quand ils commencent à avoir besoin de distributeurs, de key opinion leaders, de partenaires au sens partenaire stratégique sur ces 3 continents. C'est là qu'on est le plus efficace. Je ne vais pas dire qu'on ne va pas être efficace ailleurs, mais notre unicité, c'est de pouvoir faire ça. Donc, si vous venez et vous attendez un investissement seed, venez plutôt voir d'autres fonds que nous. En revanche, donc, a priori, on commence plutôt vers la série B quand les gens sont proches ou déjà dans le commercial. Ça dépend des business, évidemment. En revanche, si vous venez me voir en disant « ma série B, le closing est dans 3 semaines ou dans 3 mois, est-ce qu'on peut faire connaissance ?» C'est moyen. Je préfère nettement que vous venez me voir quand vous faites votre série A, mais sans espoir que j'investisse dans la série A, voire même le seed, pour m'éduquer, pour qu'on fasse connaissance et que 2 ans, 2 ans et demi après, on puisse investir. Et ça, c'est vachement dur pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils sont, et c'est bien, focalisés sur le but à atteindre dans 3 mois, dans 6 mois. Et si vous levez une série A, pourquoi venir parler à un investisseur de série B? Je dirais, il faut voir le coup d'après, parce que d'avoir 2 ans de discussion, on va faire ça en série A, on a réussi à faire ça en série A, est-ce que vous avez envie de faire la série B? C'est beaucoup mieux que de dire à un investisseur on va faire ça en série A, de tout changer et de dire on a toujours voulu faire ça pour la série B. Non, on préfère vraiment des gens qui ont promis, qui ont tenu leurs promesses et on peut les suivre sur plusieurs années. Gauthier? J'avais juste 2 éléments pour compléter. Nous, on est un peu plus proche du raisonnement de la Banque des Territoires. On est très franco-français chez MH Innov et Malakoff Humanis, et on va plutôt s'adresser aux startups assez jeunes. Je différencierai 2 étapes. Il y a une première étape avant même d'aller au DM, qui est un peu la preuve. Alors, vous avez parlé de preuve de concept, il y a une preuve un peu scientifique. Alors, on n'est peut-être pas jusqu'à la preuve scientifique, mais au moins avoir une certaine assurance scientifique que ce qui est proposé va fonctionner derrière pour déclencher les usages et le business qui va bien. Sur certains sujets, ça se passe bien. Sur certains sujets comme la santé mentale, c'est un peu plus compliqué, par exemple. Et puis après, il y a une deuxième étape sur la partie DM. Nous, au contraire, si on est convaincu de la première étape, on peut déclencher certains budgets pour accompagner la startup à obtenir en tout cas, à financer des cohortes qui vont permettre derrière d'avoir un dispositif médical. Top, merci beaucoup. Juste avant de passer aux questions sur la salle, j'en ai une dernière. Une fois que le deal il est fait, qu'est-ce qu'une startup peut attendre d'un VC autre que l'aspect financier, notamment dans la e-santé où il y a des expertises qui sont ultra nécessaires pour pouvoir développer. Alors, on peut dire que c'est là où presque que tout commence. Pourtant, le deal est terminé. Tout commence parce que c'est le grand moment d'alignement.
En fait, quand avec un peu, regarde un peu les expériences passées, les sujets d'alignement en fait sont responsables pour une grande partie des échecs. Et donc en fait, il faut qu'on soit en phase sur les objectifs, la manière dont on les communique, qu'on les communique au sein du board, au sein en fait, ça diffuse en fait au niveau managérial et puis en fait au niveau des équipes. Et c'est un sujet en fait à la fois d'exécution, mais aussi de vers quoi on va et sur combien de temps. Combien de temps? Parce qu'il y a le cash qui est utilisé, etc., etc. Et donc pour répondre à la question, c'est il faut aller vite. Il faut aller vite. Et donc, du coup, les frottements de malentendus, etc., viennent en fait, obérer la rentabilité. Donc, voilà. Et il faut que tout soit prêt au moment du top départ qui est le closing. Donc, ce fameux écosystème qui est mis autour de l'entreprise pour aller très, très vite, ça s'appelle Startup. Et donc, c'est un écosystème ultra qualifié et qui fait partie de l'expérience investisseur aussi. Donc, c'est vraiment la diffusion des expériences passées et d'anticipation, en fait, alors, pas des verrous, parce que s'il y a verrou, en fait, on ne fait pas. Mais en fait, des points de tension. Et donc, la roadmap qu'on regarde, voilà. Donc, c'est beaucoup de discussions, en fait, au moment à post-closing, pour vraiment être aligné sur les objectifs. Ok, donc des expertises pour pouvoir aider les opérations, et en tout cas la partie stratégique à avancer un petit peu plus vite et à lever les différents verrous. Alors, c'est beaucoup de discussions, mais ce n'est pas d'ingérence. D'accord. C'est de la distance, quand même. D'accord. Les Américains ont cette expression délicieuse en parlant des investisseurs. Ils distinguent smart money et dumb money. Et c'est quoi la différence entre les deux? C'est justement ce que disait Chara. Les investisseurs, on est tous capables de vous donner de l'argent. Mais ceux qui sont smart, c'est ceux qui vont vous aider après, qui vont vous ouvrir leur carnet d'adresses, qui vont vous aider stratégiquement, qui vont vous aider même de façon humaine en disant là dans l'équipe, on détecte, quand vous parlez ensemble, il y a un truc qui ne va pas, essayer de résoudre, qui coach les dirigeants, etc., etc., etc. Et plus l'investisseur aide avec bienveillance, mais en étant pushy s'il le faut, plus c'est du smart money et va aider à faire progresser l'entreprise. Et ça se voit vraiment qu'après, mais c'est à vous, les entrepreneurs, de détecter ça avant. Parce que, comme disait Emmanuel, c'est une avenue à deux sens. Si ce n'est pas équilibré, si vous ne nous choisissez pas autant qu'on vous choisit, il y a un problème dans la relation. Donc, très, très important, après, que l'investisseur soit au conseil d'administration, où il y a vraiment un impact stratégique, ou que ce soit juste un investisseur qui a des relations d'investisseurs avec la société. Dans les deux cas, il faut extraire au maximum l'intelligence de l'investisseur, sinon on ne sert à rien. Juste pour compléter un point, indépendamment de tout ce qui se passe au board, et ça c'est vrai, c'est post-investissement, il y a aussi le pré-investissement qui est fondamental, c'est la construction de l'equity story. Très souvent, les entrepreneurs viennent nous voir, et c'est tout à fait normal, avec une volonté de lever souvent 10, 15 millions d'euros. Et il faut savoir qu'en France et en Europe, il faut faire aussi bien que les États-Unis, mais avec beaucoup moins d'argent. Donc, généralement, on les aide aussi en amont, c'est pour construire l'equity story, savoir exactement quel est le montant idoine à lever pour construire le data package suffisant pour pouvoir aller voir des fonds de série A ou de série B qui peuvent être séduits par la thèse d'investissement. Donc là aussi, notre rôle est fondamental. En France, c'est long, c'est coûteux, il faut syndiquer généralement parce qu'on n'a pas de moyens. Donc, généralement, on fait un tour de 5 à 6 millions d'euros à 3-4 investisseurs, donc c'est très long. Mais lorsque ça marche et lorsque la série A, série B se passe, on se dit que le jeu en valait la chandelle et qu'on a fait notre job et que ça a marché. Post-closing, j'ai envie de dire, déjà, on va boire une petite bouteille de champagne, ça fait du bien, on va remercier les juristes, puis on passe à autre chose. Chez nous, on commence à travailler ensemble. Si on a investi, et forcément j'abonde dans ce qu'ont dit mes camarades, c'est une avenue à double sens, donc ça veut dire que normalement, on est censé faire des choses ensemble. Donc on commence les projets. Juste pour compléter, chez moi, il y a 4 personnes, donc on a 4 thématiques d'investissement. Et il y a un business partner par thématique d'investissement dans mon équipe.
On les appelle les business partners aujourd'hui. Avant, ils s'appelaient directeurs ou directrices d'investissement. Et maintenant, ils sont vraiment incentivés au succès de la collaboration entre là où les startups qu'ils ont en portefeuille et les différents métiers du groupe Malakoff Humanis. Donc ce point-là est hyper important et il faut trouver le juste équilibre dans ce qu'on vous propose en termes de projet avec la startup, que ça puisse s'inscrire, que ça doive s'inscrire dans le projet global de la startup. Voilà, faut pas cannibaliser ce que fait la startup, et ça on ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais il faut rester vigilant. Et un dernier point que je voulais mettre en avant, c'est qu'il peut aussi exister un peu, j'espère, le meilleur des deux mondes entre le VC et le CVC. Nous, on a constitué un véhicule financier en partenariat avec un VC du marché, vu que Elaya à côté et que ce n'est pas Elaya, je ne veux pas le nommer. Et donc, ça peut permettre d'avoir à votre board, finalement, un VC qui a les caractéristiques du VC, que vous avez pu entendre là, et puis un CVC, forcément, qui vous intéresse, qui est dans votre domaine d'activité et qui peut vous pousser en termes de business, peut-être au moins au démarrage. Si j'ai beaucoup de choses intelligentes à rajouter, mais ce que mes camarades ont dit, mais je pense que la relation, elle est humaine, évidemment. Elle est faite de réunions qui peuvent être un peu formalisées dans ce qu'on appelle les pactes, avec des comités stratégiques, des conseils d'administration, qui sont les lieux où, mine de rien, les fondateurs, les dirigeants peuvent exprimer des choses, enfin, se confronter à des avis différents, partager des visions, des idées, poser des questions, et c'est un endroit où ils peuvent librement, un peu plus librement parler, et ils ne sont pas en confrontation avec leurs équipes, leurs salariés. Donc c'est une manière aussi pour eux déjà, il faut préparer ces réunions, donc de prendre de la hauteur et d'avoir justement ces visions stratégiques. Donc l'humain compte beaucoup. Et l'humain, et comment je constitue mon tour de table, qui je veux justement lors de ces réunions un peu formelles et cadrées. Je veux beaucoup de monde, je veux pas beaucoup de monde, je veux quelqu'un qui parle beaucoup, je veux quelqu'un qui écrase les autres ou au contraire qui est dans le collaboratif. Et c'est assez structurant après pour la vie parce que c'est un mariage à plusieurs souvent et il faut réussir à ce que collectivement tout ce petit monde se parle intelligemment pour faire grandir la société. Et au-delà de ces réunions, évidemment, il y a de l'informel ou du plus ou moins formel, mais en dehors de ces réunions. Donc c'est quand même beaucoup de relations tout au long de l'année et des temps d'échange qui sont importants. Et l'idée, comme ce qui a été dit, c'est de tirer le meilleur de chacun des investisseurs. Donc, qu'est-ce qu'il est capable d'apporter, ouvrir des portes, mettre en relation au sein de son portefeuille de société, parce qu'il peut y avoir des business croisés, ouvrir des portes, nous, de côté plus peut-être institutionnel, parce qu'on est une institution, auprès de d'autres investisseurs, auprès de financeurs. Voilà, je trouve que c'est des questions, en tout cas, que le porteur de projet doit anticiper ou en tout cas se poser pour avoir un mariage qui marche le mieux et le plus longtemps possible. Top. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Encore plein d'autres questions, mais je vous propose de prendre le micro et si vous avez des questions pour nos invités. Est-ce qu'il y a un micro qu'on peut faire passer? Sinon, je passe le mien. Bonjour, Bruno Sarfati, Société Tech. Une question pour le BPI. C'est quoi les critères d'accès au fonds patient autonome, concrètement? Les critères, une preuve de marché, une envie de construire une grande histoire. Ça, c'est quand même aussi un vrai sujet. Et puis, si on n'est pas en fait sur un sujet purement numérique, parce que ça, c'est possible aussi, hein, il faut en fait qu'il y ait un actif assez costaud sur la base de la donnée, en fait. Voilà. Ah, c'est sur les fonds propres. Patient autonome, c'est un fonds en capital. Pardon, le ticket, le ticket. Ratio pour le fonds propre. Alors, le ratio par rapport à quoi? L'endettement. Par rapport à l'endettement? Ouais. Ça vous prêtez juste à hauteur du fonds propre? Alors, ça, c'est du capital, hein, patient autonome. Ouais. Donc, on ne matche pas avec l'argent de la subvention qui est apporté par la maison. Parce que sinon, en fait, on est en aide d'État. Donc, de toute façon, c'est beaucoup plus simple pour une entreprise d'avoir du co-investissement à la fois public et privé. Ça veut dire qu'il y a un marché. Donc, nous, on investit avec le marché, en fait.
Non, c'est bon. Bonjour, Johan Farouz, jeune entrepreneur. J'aimerais challenger Monsieur de la Fortelle sur ce que vous avez dit sur le l'ambition d'une start-up santé, enfin en données de santé, le fait de vouloir viser la place numéro 1. Bon, c'est plus pour l'exercice, parce que j'imagine que la réponse va être la même chez les autres personnes autour de la table, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de trouver, quand on recherche les fonds d'investissement adaptés à nos besoins, des fonds d'investissement avec plus une réflexion long terme, parfois pas forcément viser la croissance exponentielle hyper rapide, mais quelque chose de plus durable? Enfin, est-ce que ça existe ou c'est un doux rêve dans le domaine de la santé? Alors, ça dépend ce que vous appelez long terme. Imaginez-vous à la tête de 50 millions et plaçant de l'argent chez nous. Combien de temps vous voulez que votre argent soit bloqué chez nous? Il y a forcément une limite. Et donc, le fonds de capital risque typique est un fonds à 10 ans. C'est déjà du long terme. Pour faire réussir un fonds à 10 ans, il faut faire sortir les entreprises pas trop après 5 ans, un peu moins, un peu plus. Et du coup, par nature, le besoin de nos investisseurs à nous de revoir leur argent avant qu'ils soient morts nous limite sur le long terme qu'on peut faire. Après, il y a d'autres catégories de fonds. Il y a des CVC qui sont un peu plus patients parce que l'argent, ça vient de l'entreprise qui les chapeaute. Il y a des fonds qui s'appellent Evergreen ou qui ont moins de contraintes. Mais tous ces gens-là, ils ont besoin d'acheter et de vendre sans attendre trop longtemps. Donc, il y a des contraintes de notre côté aussi qu'il ne faut pas ignorer. Oui, et d'où l'importance de cibler aussi les fonds en question. Enfin, si je parle pour ma paroisse, Banque des Territoires, Caisse des Dépôts, on est un investisseur avisé de long terme. De long terme, donc après, le long terme, il est relatif. Évidemment qu'on veut avoir un retour sur investissement, le plus tôt, le mieux. Néanmoins, on reste un investisseur avisé de long terme de par notre histoire. Et on rajoute à côté de long terme avisé, ça veut dire qu'on doit être aux conditions de marché, comme Chara en parlait tout à l'heure, pour ne pas être en régime d'aide d'État. Enfin, c'est des choses qui sont regardées. Donc, on ne peut pas être moins bien loti que d'autres investisseurs du tour de table. Néanmoins, on n'est pas organisé sous forme de fonds. On est sur les fonds propres de la Caisse des dépôts, d'où ce fait aussi de patience qui peut être un peu plus attaché à notre façon d'investir. Et sur la partie CVC, effectivement, alors je mets peut-être un petit bémol. Je ne sais pas si on est plus patient, parce qu'il y a aussi un moment, il va falloir sortir pour alimenter le fonds. Mais en tout cas, le succès de notre fonds, il dépend de deux facteurs. Il dépend du TRI, mais il dépend beaucoup des collaborations qu'on va développer avec les startups. Et donc, à ce titre-là, la partie TRI peut être compensée par le type de collaboration qu'on peut avoir, les nouveaux services, les nouveaux produits qu'on va proposer à nos assurés ou à nos clients entreprises. C'est pour ça que je disais en intro qu'on dépend, nous, d'une direction de l'innovation. Ce n'est pas le cas de tous les CVC. Il y a des CVC qui sont très TRI, full TRI. S'il y a une synergie, tant mieux, c'est cherry on the cake, mais pas plus. Donc je pense que voilà, sur le côté CVC, on peut avoir des considérations autres. Et dans les 4 thématiques, alors je ne dis pas... bref, dans les 4 thématiques qu'on a une thématique aussi autour de l'impact lié à notre métier, donc tout ce qui va concerner les fragilités des personnes. Donc je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de TRI dans l'impact non plus, mais ce n'est pas forcément ce qu'on va regarder en premier lieu. Il y a un sujet en fait d'adéquation en fait. Tous les projets ne sont pas éligibles à un investissement, à un investissement par un fonds. Pourquoi? Parce que d'abord c'est de l'investissement en capital et il y a une rémunération du risque. Donc il y a on va dire les sociétés en fait qui ne sont pas, et c'est pas un jugement en fait de valeur, mais qui ne sont pas en hyper-croissance ou en croissance tout court. En croissance tout court. Je ne vais pas parler d'hyper-croissance parce que mais en croissance tout court, ce n'est pas éligible. Donc, voilà. Et en fait, il faut de la liquidité in fine. Et donc, du coup, une structure juridique qui permet ça. Une SARL, ce n'est pas adapté. Coopératif, ce n'est pas adapté. Quand on va en bourse, on passe en SA, on passe de la SAS en SA. Bref, il y a tout un, on va dire, des outils qui font que cette liquidité est possible. Sinon l'investissement n'est pas possible. Ce n'est pas parce que la société n'est pas bonne, c'est que c'est juste que les conditions ne sont pas réunies.
Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder. Et c'est pas un jugement de valeur. C'est d'où en fait l'idée des fois de pouvoir évaluer son projet en se disant est-ce que on le voit ça quand on fait en fait les prévisions de croissance, on le voit si c'est en fait éligible, c'est une histoire d'éligibilité à un fonds. Avant même de se dire je vais voir un fonds parce que je vais voir un fonds. C'est déjà, il faut se dire est-ce que mon projet est éligible, est-ce que j'ai envie en fait, et des fois en fait c'est en le travaillant, en s'associant aussi avec une autre brique qui va permettre de transformer le business. Juste sur le papier, en fait, on se dit, bon, c'est éligible. Alors qu'au début, ça ne l'était pas. Et puis pour compléter ça, il y a des alternatives. C'est-à-dire que même dans notre business de santé, on peut commencer comme un prestataire de service. Ce n'est pas un mot sale. On peut gagner de l'argent dès la première année, dès la deuxième année, en proposant des services aux entreprises pharma, aux assureurs, etc., s'ils les achètent. Commencer à gagner de l'argent, être légèrement profitable, faire grossir le business sans avoir forcément besoin de nous ou sans avoir besoin de nous pour tous vos besoins financiers. Il y a des modèles qui ne sont pas intégralement capital risque. Il faut bien considérer les options pour voir si votre modèle de business, comme dit Chara, correspond au nôtre. Je vois l'heure qui file. Il nous reste normalement le temps pour une ou deux questions. J'ai le Cela. microphone, donc je prends l'initiative. Ah, pardon. Allez-y. Et on ira avec vous. Bonjour. Linda Nicolini, je porte un projet présente à l'extérieur. Alors, un commentaire. Au tout début, vous avez dit pourquoi lever des fonds, parce vu qu'il y a d'autres alternatives, je ne suis pas très d'accord parce qu'en fait, tout ce qui n'est pas dilutif est financé à, on sait, 45, 50, 55%, 60% parfois. Donc, nous avons besoin des fonds propres. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'alternative à chercher un complément avec les fonds d'investissement. Deuxième, lié à cette remarque, je me demande pourquoi, vu que nous passons aussi beaucoup de temps à rédiger des projets pour être sélectionnés dans des concours très sélectifs comme ILAB, Innov, il y en a beaucoup. Pourquoi être lauréat de ce projet n'est pas automatiquement un gage de la qualité du projet pour être financé par un fonds d'investissement. Donc, on voit que, par exemple, en Europe, on commence à avoir ce mécanisme avec les IC accélérateurs. Une fois qu'on est lauréat, c'est très, très compétitif. Donc, une fois qu'on est lauréat, on a éventuellement démontré la qualité du projet pour aller chercher les compléments avec l'investisseur. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer quelque chose d'équivalent en France? Oui, c'est en fait, est-ce que c'est un guichet suffisant? C'est ça, en fait. En fait, un entrepreneur, donc on va dire un créateur d'entreprise, va passer sa vie à pitcher. Il faut le savoir. Et en fait, nous, on regarde tout. En fait, c'est un moyen de sélectionner aussi, vous voyez, parce que les jurys sont différents, parce qu'on n'est pas dans l'entre-soi, et c'est aussi une preuve de résilience et de qualification. Donc, c'est important. Nous, en fait, c'est un deal flow qui est évident. On le regarde. Donc, on le regarde sérieusement. Alors, pourquoi ça n'ouvre pas toutes les portes? Parce que chacun a on va dire, ses critères. Et donc, du coup, ça devient un monde de plus en plus sélectif. Voilà, en fait, un fonds fait que 12 entreprises en portefeuille, 12-15 maximum, pas plus, pour plein de raisons. Et donc, du coup... Et puis, il y a des concurrents. Un fonds peut investir dans un concurrent. Donc, vous, même si vous pitchez et qu'un jury accepte... trouve en fait que la solution est très intéressante. De la même manière, en fait, il y a plusieurs solutions différentes pour arriver au même objectif. On le voit bien en numérique, en fait, les stratégies en fait d'accès au marché et de captation de la donnée sont très différentes. Et en fait, on arrive, il y a plein de chemins pour arriver au même objectif. On ne sait pas qui a raison, en fait. Donc, du coup, un fonds va prendre Donc, voilà, c'est pour ça aussi que c'est le début de quelque chose, mais ce n'est pas une fin en soi.
Ouais, et ça peut être, vous pouvez gagner un concours parce que vous avez une super solution technique ou une super solution qui répond à des enjeux médicaux. En revanche, côté fonds, on va regarder le modèle économique et ben, on trouve qu'il est peut-être un peu plus faible ou pas encore assez mature, pas encore. Donc, il peut répondre à certains critères, comme le disait Chara, donc par exemple la technicité ou voilà, un des critères particuliers pour un jury qui ne sont pas les mêmes critères d'analyse d'un fonds. Et souvent, souvent, c'est le modèle économique qui peut être une des raisons pour lesquelles, en tout cas, un fonds ne va pas automatiquement, parce que le projet a été labellisé, financé de manière certaine. On a une question au premier rang et si j'ai le temps, j'aurai une autre question dans le chat. Oui, bonjour, Christian Deleuze, je suis président de Médicène. Nos entreprises nous disent beaucoup qu'en ce moment, c'est difficile de trouver de l'argent. Enfin, quand on lit le journal, on le trouve aussi. Du coup, ma question, c'est d'abord, est-ce que c'est vrai? À quel point c'est vrai? Est-ce que vous vous concentrez vraiment en ce moment plus sur les entreprises qui sont déjà dans votre portefeuille? Combien de temps vous pensez que ça va durer? Et puis, on entend beaucoup pas Tibi ou l'Isalter, engager les grandes entreprises ou les fonds privés à se montrer responsables. Mais je voudrais aussi savoir si, côté des fonds publics, vous voyez des signes d'encouragement finalement à changer votre manière d'investir ou de tenir le marché en ces temps difficiles. Je prends le micro parce que ça reprend la question de Jérémy que j'avais évitée tout à l'heure. Je pense que l'argent, il existe. Il existe, il n'a jamais disparu. Ce qui a changé, c'est la perception du risque. L'argent va beaucoup plus difficilement dans des projets magnifiques mais risqués. Et donc tous les dispositifs Tibi et autres sont là pour inciter les gens à prendre plus de risques. Mais il faut, pour les entrepreneurs, se présenter comme étant le moins risqué possible. C'est-à-dire, j'ai ce projet magnifique, c'est un moonshot, etc. Aujourd'hui, c'est même pas la peine. J'ai un projet qui est très technologique, mais qui est très raisonnable pour telle et telle raison. Ça marchera mieux. Et il faut vraiment se positionner vis-à-vis de l'appétence au risque des investisseurs, parce que nos propres investisseurs, les LP, ont une appétence au risque diminuée. Donc forcément, ça tire tout le monde vers une autre zone d'investissement. Si je peux compléter très rapidement, si on fait un petit retour en arrière, déjà pour répondre à une de vos questions, oui, on se concentre d'abord sur nos sociétés en portefeuille pour lesquelles la période n'est pas simple pour lever. Ensuite, si on fait un tout petit retour en arrière, on a eu le Covid qui a montré nos carences sanitaires, industrielles en France. Suite à ça, on a eu les 20 mois les plus prospères qu'on n'a jamais eu en France, où les pays riches, avec les banques, ont abondé de manière presque un peu déraisonnée, où il y a eu un déséquilibre entre l'offre et la demande, et beaucoup de sociétés ont été financées, des fois sur un ratio économique qui n'était pas très bon. Et puis après sont venus les résultats, qui n'étaient pas bons. Donc beaucoup d'investisseurs ont arrêté de financer ou ont même liquidé leurs actifs. Et du coup, il y a eu un éclatement, une sorte d'éclatement d'une bulle, où là, ça devient plus compliqué. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Eric. Beaucoup de fonds ce qu'on appelle de la dry powder, c'est-à-dire beaucoup de fonds ont levé pendant cette période et ont beaucoup d'argent. Donc l'argent est là, fondamentalement. En revanche, on fait beaucoup plus attention lorsqu'on investit. Nos due deals sont un cran un peu plus poussés. On essaye de syndiquer pour être plus musclé, pour présager de l'avenir. Donc oui, l'argent est là, mais on fait un tout petit peu plus attention en ce moment, factuellement. Et combien de temps ça va durer? C'était ça la dernière. Je ne veux pas répondre à cette question. Ils veulent savoir pourtant. 2023 a été une année particulièrement difficile. On voit des signes d'amélioration pour 2024, mais la boule de cristal est un peu compliquée. Ouais, en plus de ça, on est sur des sujets en fait totalement nouveaux. Hein. Si on parle de santé numérique, c'est un marché qui est neuf. Et si on rajoute l'incertitude de jusqu'à quand ça va durer, bah le seul on va dire, ce qu'il faut, c'est que l'entreprise lève beaucoup. Malheureusement. Lève beaucoup parce qu'on va pas devoir passer un cycle. Alors, bien sûr, des valos, des choses comme ça, donc il faut être hyper raisonnable. Mais l'objectif, c'est d'avoir un trésor de guerre pour passer les milestones et se concentrer sur les milestones catalyseurs de valeur. Donc, quand ça viendra, eh ben, on sera prêt. C'est ça qu'il faut se dire. J'ai une question dans le chat. Alors, j'en avais une sur la conjoncture, donc on y a répondu. J'en ai une autre qui est, du coup, si vous regardez le portefeuille de l'ensemble de vos startups, comment est-ce qu'elles ont fait en e-santé pour financer toute la partie en amont, le seed, le pre-seed? Alors, en général, les business angels sont clés pour ça. C'est vraiment majeur.
Ça permet de dérisquer cette première partie. Le travail est très très bien fait et donc du coup, nous, ça nous permet de prendre le relais après. Et alors évidemment, on travaille un peu main dans la main avant l'investissement pour un peu screener les sociétés qui sont sur le marché en seed. Alors, en fait, si on est en série A, on est obligé en fait d'aller observer le seed, sinon il n'y a rien qui arrive en fait. Hein. On reste en fait des commerciaux de l'innovation et donc du coup, il faut aller chasser. Donc, observer en fait et screener les sociétés, même si ce n'est pas dans notre marché premier, est très important. De manière, en fait, du coup, à pouvoir accompagner la société jusqu'à nous et à suivre les nouvelles. Santé numérique, c'est un marché neuf, mais sur les beaux projets, il y a de la compétition. Donc, du coup, il faut pouvoir aller identifier et suivre les sociétés qui nous intéressent bien en amont. Et je rajouterais dans le business angel, c'est très important de bien choisir ses business angels. Je vais vous donner un exemple caricatural. Entre le milliardaire dans le pétrole qui a une maladie qui est traitée par votre technologie, quelle qu'elle soit, et qui est très intéressé éthiquement, mais qui ne connaît absolument rien, il a les poches profondes, bon, ça c'est une personne. Et puis l'autre, c'est un ancien du medical device qui a peut-être les poches un peu moins profondes, mais qui connaît exactement votre business. Lequel vous choisissez? Je laisse la réponse ouverte, mais je crois que c'est assez évident. Un petit élément de réponse, et ça rejoint la question de madame tout à l'heure. Il y a les business angels, il y a les family office, et s'il y a bien un pays où on peut aller chercher du non dilutif, c'est quand même la France. Et je vois même des Américains qui créent des filiales en France pour pouvoir bénéficier de ces aides de l'État. Donc on est quand même un pays qui aide pas mal. Ensuite, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut? Généralement, une société comme Glimmer, qu'on a récemment financée et dont on a annoncé hier un tour de table de 27 millions d'euros, elle est venue voir avec des fondamentaux et ça a suffi pour que des financeurs en seed participent au tour. Il y a eu quelques BA avant, qui ont permis à la société d'avoir un léger tremplin, mais les fonds de seed, ayant été rapidement convaincus, ont rapidement pris le relais pour l'equity story de la société. Il nous reste à peu près 5 minutes pour une dernière question. Je vais tenter d'être brève. Bonjour, Camille Bouget de la société Scientalab. Gauthier, vous avez brièvement parlé de ça, mais pour comprendre un peu mieux les enjeux, pourquoi un corporate venture par rapport à un venture classique? Et comment vous vous intégrez dans l'equity story? Comment vous collaborez? Je suppose que vous rentrez en syndicat. Qu'est-ce que vous apportez de plus pour une start-up versus vos autres collègues? Donc pourquoi une start-up viendrait chez un CVC plutôt qu'un VC? Oui, est-ce que vous avez simplement le rôle financier que peuvent aborder les autres, ou est-ce que vous avez une valeur ajoutée avec alors sans parler de votre thèse spécifique chez Malakoff, mais est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à être un corporate par rapport à un financier classique? Il y a une vraie volonté, comme je disais tout à l'heure, de développer des collaborations. Donc ça veut dire le vrai avantage pour la start-up, c'est on essaie d'arriver assez tôt. Alors, est-ce que c'est série A, pré-série A, est-ce qu'on descend jusqu'au seed éventuellement, ça va dépendre. Mais c'est déjà de finalement, en théorie, après il y a la vraie vie, hein, mais en théorie, on va investir dans une start-up qui a déjà un produit, qui a peut-être quelques petits clients, mais en tout cas qui a fait une preuve minimale du fonctionnement du produit ou du service. Qui nous intéresse bien évidemment, et la startup est intéressée par qui on est et ce qu'on peut proposer. Donc derrière, ce qu'on va faire rapidement, c'est développer une collaboration. La collaboration, elle peut prendre 1000 facettes. Ça peut être de la distribution, donc un market access un peu plus direct vis-à-vis de nos clients. On a quasiment 400 000 entreprises clientes, donc ça représente des toutes petites boîtes au CAC 40. On a à peu près 10 millions de personnes assurées. On est nous-mêmes un groupe de 10 000 personnes, donc on peut aussi tester sur des salariés. Si on veut un produit ou un service, on avait investi dans une société qui s'appelle Squadeasy, qui proposait des challenges sportifs. Voilà, on l'a proposé chez nous. Ensuite, on l'a proposé à certains de nos clients. La collaboration, ça peut être un cran plus loin. Si ce que vous proposez comme service, c'est plutôt un peu de la deep tech, un peu plus profonde, dans ce cas, on va peut-être regarder comment on peut intégrer ce que vous faites dans un produit ou un service un peu plus large. Donc, il y a plein d'options. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on essaye, et ça, on ne l'a pas encore trop fait, mais de vous apporter des expériences. Alors, nous, on connaît bien le monde de la santé d'un point de vue payeur et d'un point de vue service. Ça fait 15 ans qu'on fait du service dans la santé. On essaye d'en faire selon les points de vue. C'est un sujet toujours compliqué.
Donc on a de l'expérience à partager là-dessus et on a des compétences. Et j'en ai cité plein tout à l'heure. On a des compétences également en conformité réglementaire en santé. Donc c'est tout cet écosystème-là qu'on essaye de mettre en place. Ce qu'ont dit mes camarades reste vrai aussi. On a un peu moins de 30 startups dans nos portefeuilles, dont Semeya, dont Lifen, voilà, donc des boîtes qui sont plutôt très chouettes. Et donc on peut vous mettre en relation aussi. Et dernier aspect, si ça peut être intéressant, on a un véhicule financier avec un VC. Et cette fois, on peut essayer d'avoir le meilleur des deux mondes en disant vous avez ce qu'apporte un VC, ce que nous on connaît un peu moins directement, et ce qu'on apporte en tant que CVC. Voilà, on essaie de créer finalement un écosystème dans ce qu'on connaît. On connaît aussi, on a des liens proches avec certains hôpitaux. Voilà, il y a pas mal de sujets sur lesquels on peut accompagner une startup qui se situe dans cet environnement-là. Mais si on a fini par investir, c'est qu'on s'était mis d'accord. Et quand on passe au comité d'investissement, on a le mémo classique et on a la partie collaboration avec le groupe Malakoff Humanis. Voilà comment ça va se passer. Voilà un peu le business case rêvé qu'on souhaite développer avec la startup. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Merci beaucoup Gauthier.